Je m'appelle April Barrett, et j'avais 32 ans lorsque mes parents ont vendu mon appartement sans ma permission. 3 semaines avant le mariage de ma sœur Megan, j'ai reçu un appel téléphonique qui a brisé tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Mes parents riaient, ils riaient vraiment, en me remerciant pour le cadeau de mariage. Ils avaient falsifié ma signature, vendu l'appartement pour lequel j'avais économisé pendant 8 ans, et utilisé l'argent pour financer le mariage de rêve de Megan à 100 000 €. Ils n'ont pas demandé, ils ont juste pris. Mais ce n'était même pas le pire. Le pire, c'était de découvrir que ma sœur s'attribuait le mérite de quelque chose que je faisais depuis 4 ans. Avant que je vous raconte la suite, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche vraiment. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. Mais pour comprendre pourquoi ce moment a brisé quelque chose en moi, je dois vous ramener au début. Dans notre famille, Megan était le fils. On attendait simplement de moi que je gravite autour. Grandir chez les Barrett, c'était comprendre sa place très tôt. Megan était la petite dernière. 4 ans de moins que moi, incroyablement charmante, et le centre de chaque pièce où elle entrait. Mes parents ne faisaient pas de favoritisme. Ils avaient simplement des attentes différentes. Pour Megan, le monde était censé être doux. Pour moi, il était censé forger le caractère. Quand nous étions enfants, nous voulions toutes les deux apprendre le piano. J'avais 10 ans, Megan en avait 6. Ma mère a inscrit Megan à des cours particuliers avec Madame Henderson, au bout de la rue. 40 € par semaine, chaque samedi matin. Et moi, ai-je demandé. Ma mère a à peine levé les yeux de son chéquier. April, tu es assez grande pour apprendre toute seule. Il y a des tutoriels sur YouTube. Je me souviens m'être tenu sur le seuil, regardant Megan sautiller vers sa première leçon, un nouveau livre de musique serré contre sa poitrine. J'ai appris le chopstick toute seule sur son vieux clavier. Personne n'a remarqué. C'est devenu le schéma habituel. Quand j'ai voulu rejoindre la chorale de l'école, on m'a dit que nous ne pouvions pas nous permettre l'uniforme. 2 mois plus tard, Megan a eu un costume de danse à 200 € pour son récital. Quand je me suis plainte, une seule fois, mon père m'a assise avec ce regard déçu que j'ai si bien appris à connaître. April, ne sois pas égoïste. Ta sœur est plus sensible. Elle a besoin de plus de soutien. Tu as toujours été la plus forte. Alors, j'ai appris à être forte. J'ai appris à ne plus demander. J'ai appris qu'à chaque fois que je parlais, je devenais la difficile, la jalouse, celle qui ne pouvait tout simplement pas être heureuse pour sa sœur. En y repensant, je réalise qu'ils m'avaient entraîné toute ma vie pour ce qu'ils allaient faire. Le schéma n'a pas cessé quand j'ai grandi. Au contraire, il s'est aggravé. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, avec la plus haute distinction, la première de ma famille à finir l'université, mes parents n'étaient pas là. Ils avaient oublié de réserver les vols. Ils étaient trop occupés à aider Megan à emménager dans son nouvel appartement en ville, celui pour lequel il s'était porté garant parce que son crédit n'était pas assez bon. Nous fêterons ça quand tu seras à la maison pour Noël, m'a dit ma mère au téléphone, sa voix lointaine, distraite. Megan avait vraiment besoin de nous ce week-end. J'ai traversé cette estrade seule. Les parents de ma colocataire ont pris des photos de moi en toge et mortier. 8 ans plus tard, j'ai acheté mon propre appartement. Sans garant, sans aide, juste des années de semaines de 60 heures, de déjeuner préparé à la maison, et un compte épargne auquel je n'ai jamais touché. Le jour où j'ai eu les clés, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. La réponse de mon père, c'est bien, ma chérie. Dis, est-ce qu'il y a une chambre d'amis? Megan pourrait avoir besoin d'un endroit où rester quelques mois, le temps qu'elle s'organise. Pas de félicitations. Pas de nous sommes fiers de toi. Juste est-ce que Megan pourrait s'en servir? April, tu es si indépendante, disait toujours ma mère, et je prenais ça pour un compliment. Tu n'as pas besoin qu'on te couvre comme Megan. Traduction, nous n'avons pas besoin de faire d'efforts avec toi. Tu survivras de toute façon. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours survécu. J'ai juste arrêté d'attendre quoi que ce soit de différent. Quand mes parents m'ont demandé de garder les documents de mon appartement en sécurité dans leur coffre-fort, je les leur ai donnés sans hésiter. C'étaient mes parents. Je leur faisais confiance. Cette confiance allait me coûter plus cher que je n'aurais pu l'imaginer. 3 ans avant le mariage, mes parents ont commis une terrible erreur. Mon père s'était toujours pris pour un homme d'affaires.
Quand son copain d'université lui a présenté un projet immobilier immanquable en Arizona, papa a tout investi. Leurs économies pour la retraite, la valeur de leur maison, chaque euro qu'ils possédaient. Le projet s'est effondré 6 mois plus tard. Les promoteurs ont disparu. Mes parents se sont retrouvés avec une hypothèque qu'ils ne pouvaient pas payer, et un avis de saisie scotché sur leur porte d'entrée. Je l'ai découvert par accident. Une lettre de la banque est arrivée à mon appartement. Mauvaise adresse au dossier. Impayé. Dernier avertissement. J'ai appelé la banque cet après-midi-là, et j'ai mis en place des paiements automatiques depuis mon compte, 2100 € par mois. Je n'en ai parlé à personne. Je ne voulais pas qu'ils aient honte. Je ne voulais pas des conversations gênantes, des promesses de remboursement qui ne se concrétiseraient jamais. J'ai juste géré la situation, comme toujours. Ce que je ne savais pas, c'est que Megan avait découvert mon secret. Quelques mois après que j'ai commencé à payer, elle a emprunté mon ordinateur portable pour finir une présentation de travail. Elle a dû voir l'email de confirmation de la banque, le reçu de paiement avec mon nom, le montant, tout. Et au lieu de me remercier, au lieu de dire la vérité à nos parents, Megan leur a dit que c'était elle qui payait l'hypothèque. J'ai aidé un peu, leur a-t-elle apparemment dit, avec mon salaire de relations publiques. C'est la moindre des choses. Mes parents étaient émus aux larmes. Leur petite fille, si altruiste, si mature. Ils l'ont dit à tout le monde à l'église. Ils s'en sont vantés auprès des voisins. Pendant ce temps, je continuais d'envoyer 2100 € chaque mois, regardant l'argent quitter mon compte, sans jamais savoir que quelqu'un d'autre en récoltait les lauriers. Je ne le savais pas à l'époque, mais quelqu'un d'autre s'attribuait le mérite de chaque euro que j'envoyais. Puis Megan s'est fiancée, et tout a changé. Brandon Whitmore était tout ce que mes parents avaient toujours rêvé pour leur fille. Beau, éloquent, et surtout, riche. Son père possédait le plus grand cabinet d'avocats du comté. Sa mère présidait 3 conseils d'administration caritatifs. Les Whitmore avaient une maison d'été à Martha's Vineyard, et une résidence d'hiver à Aspen. Quand Megan a ramené Brandon à la maison pour la première fois, j'ai vu mes parents se transformer. Mon père se tenait plus droit. Ma mère a sorti la belle vaisselle. Il riait à des blagues qui n'étaient pas drôles, et acquiesçait à des opinions qu'il ne partageait pas. Ce mariage va tout changer pour cette famille, m'a dit mon père en privé, les yeux brillants de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du désespoir, peut-être, ou de l'espoir. L'avenir de Megan est notre avenir. Ils ont commencé à planifier immédiatement. Pas n'importe quel mariage. Un mariage digne des Whitmore. La salle de bal du country club. 200 invités. Un orchestre de 12 musiciens. Des fleurs fraîches venues de Hollande. Le coût, 100 000 €. De l'argent qu'il n'avait pas. Megan ne peut pas se permettre à la fois l'hypothèque et le mariage, ai-je entendu ma mère dire à mon père un soir. Elle sacrifie déjà tellement pour nous. Nous devons trouver une autre solution. Je me souviens m'être sentie confuse. Megan gagnait à peine 3 000 € par mois dans son travail de relations publiques. Comment était-elle censée payer une hypothèque de 2100 €? Mais j'ai écarté cette pensée. Peut-être avait-elle eu une augmentation. Peut-être que Brandon l'aidait. Je n'avais aucune idée que ma sœur vivait un mensonge, et que mes parents allaient me le faire payer. Ma mère a commencé à regarder les annonces pour mon appartement en ligne cette même semaine. Ça non plus, je ne le savais pas. Pas encore. Mon appartement n'était pas juste un endroit où vivre. C'était la preuve que j'existais. 8 années de ma vie étaient dans ces murs. Chaque promotion que j'avais obtenue, chaque vacances que j'avais sautées, chaque nom que j'avais dit au dîner, au verre et au week-end, tout cela vivait dans cet espace de 75 mètres carrés, avec la baie vitrée donnant sur le parc. J'avais peint la chambre moi-même, d'un vert sauge doux qui rendait les matins plus tendres. J'avais économisé pendant 6 mois pour acheter le canapé, une folie que j'avais failli ne pas m'autoriser. La cuisine était petite, mais elle était à moi. Le calme était à moi. Pour la première fois de ma vie, j'avais un endroit où j'étais complètement à ma place. Si je restais silencieuse, si je les laissais me le prendre, je ne perdrais pas seulement l'appartement. Je perdrais 8 ans de travail. Je perdrais 180 000 € de plus-value. Je perdrais la seule preuve qu'April Barrett était plus qu'un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et Megan continuerait de s'attribuer le mérite de mon sacrifice. Mes parents continueraient de croire qu'elle était la bonne fille. Je continuerais de payer leur hypothèque,
pendant qu'il se vantrait de sa générosité. Quelque chose a changé en moi cette nuit-là. Ils ne m'avaient jamais demandé mon avis, parce qu'ils ne pensaient pas que je dirais non. Ils avaient passé 32 ans à m'entraîner à accepter, à m'adapter, à faire de la place. Et je l'avais fait. Mon Dieu, je l'avais fait. Mais il ne s'agissait plus d'être la plus intelligente. Il s'agissait d'être une personne à part entière. Être la personne discrète ne signifie pas que vous devez être invisible. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Pour la première fois de ma vie, j'allais me défendre, et j'allais tout révéler. L'appel est arrivé un mardi après-midi. J'étais à mon bureau, en train d'examiner les rapports trimestriels, quand le nom de ma mère s'est affiché sur mon téléphone. Ma chérie, elle riait. Je pouvais entendre mon père en arrière-plan, riant avec elle. Nous voulions juste te remercier pour le cadeau de mariage. J'ai posé mon stylo. Quel cadeau? Ton appartement, ma chérie. Nous l'avons vendu. Et on en a eu un super prix. L'acheteur a payé content. N'est-ce pas merveilleux? La pièce a basculé. Mes mains sont devenues froides. Vous avez fait quoi? Nous savions que tu comprendrais. Sa voix était chaleureuse, complètement inconsciente. Tu as toujours été si généreuse, et le mariage de Meghan va être tout simplement magnifique maintenant. Rien que le fleuriste. Je n'ai pas donné mon accord. Une pause. La voix de mon père s'est fait entendre, condescendante et ferme. April, ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'un appartement. C'est mon appartement. Nous sommes une famille, a repris ma mère, avec ce ton patient qu'elle utilisait pour expliquer quelque chose d'évident à un enfant lent. Ce qui est à toi est à nous. C'est comme ça que ça marche en famille. De plus, tu trouveras un autre endroit. Tu es si capable. Capable. Le mot qu'ils utilisaient quand ils voulaient dire jetable. Ma gorge se serrait. Comment avez-vous pu? Je n'ai rien signé. Silence. Puis mon père s'est raclé la gorge. Nous nous sommes occupés des papiers. Tu nous avais donné les documents il y a des années, tu te souviens? Nous avons juste facilité les choses. Facilité. Ils avaient falsifié ma signature. Ils avaient commis une fraude. Et ils en riaient. La signature finale est la semaine prochaine, a ajouté ma mère d'un ton enjoué. Nous t'apprécions vraiment, ma chérie. Nous avons toujours su que nous pouvions compter sur toi. J'ai raccroché sans dire au revoir. Il riait encore quand la ligne s'est coupée. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire, mais j'étais sur le point de découvrir jusqu'où cela allait. Claire Donovan était ma meilleure amie depuis notre première semaine d'université. Elle était aussi l'une des avocates en immobilier les plus brillantes de la ville. Ils ont fait quoi? Sa voix est devenue plate quand je lui ai raconté. Vendu mon appartement, falsifié ma signature. Ils pensent que c'est fait. Donne-moi 1 heure. 47 minutes plus tard, Claire a rappelé. La transaction n'est pas finalisée. Ils ont signé une promesse de vente, mais la signature définitive n'a pas encore eu lieu. La société de titre de propriété a relevé des incohérences avec la signature. Elle ne correspond pas à tes dossiers. Un soulagement m'a envahi, suivi immédiatement par la rage. Donc ce n'est pas légal? C'est une fraude, April. Tu pourrais porter plainte. J'ai réfléchi à ça un moment. Des poursuites pénales contre mes propres parents. Il y a autre chose que je dois comprendre, a dit Claire. J'essaie de reconstituer les finances de ta famille. Ta mère a mentionné à quelqu'un à l'épicerie que Meghan payait leur hypothèque depuis des années. Elle s'en vantait. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu as dit? Elle a dit que Meghan couvrait l'hypothèque. Depuis un bon moment. Elle l'a appelé l'altruiste. Mes mains ont commencé à trembler. Ce n'est pas possible. C'est moi qui paie cette hypothèque depuis 4 ans. Chaque relevé vient de mon compte. Chaque reçu porte mon nom. Une longue pause. April, tu es sûr? J'ai tous les relevés bancaires, tous les emails de confirmation. C'est mon numéro de compte, Claire, mon numéro de routage, mon nom. Une autre pause, plus lourde cette fois. Alors Meghan leur a menti. Elle s'est attribué le mérite de ton argent. La pièce a tourné. Ma sœur n'était pas seulement restée silencieuse. Elle avait activement revendiqué mon sacrifice comme étant le sien pendant 4 ans.
J'ai besoin de tout voir, ai-je dit doucement. Chaque document. Et je dois savoir exactement ce que ma sœur leur a dit. Je suis allé chez mes parents ce soir-là. Sans prévenir, sans plan, juste le besoin de les regarder dans les yeux. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire. April, quelle bonne surprise. On parlait justement du plan de table. Je suis entré. Mon père était à la table de la cuisine, des papiers étalés partout. Des factures de mariage. Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé? Ma voix était calme. J'avais pratiqué le calme. Le sourire de ma mère a vacillé. Te demander quoi, ma chérie? À propos de mon appartement. À propos de la vente de quelque chose qui m'appartient. Mon père a agité la main d'un air dédaigneux. On en a déjà parlé, April. C'est fait. Le mariage est dans 3 semaines. Ne compliquons pas les choses. Je me suis assise en face de lui. Au fait, ai-je dit, en gardant un ton conversationnel, comment Meghan a-t-elle réussi à payer votre hypothèque toutes ces années avec son salaire? Le visage de ma mère s'est illuminé. Elle a été merveilleuse. 2100 € chaque mois, comme une horloge. Une fille si altruiste. Intéressant, je me suis adossé. Et elle vous l'a dit elle-même? Eh bien, bien sûr. Oh, on parle de moi. Meghan est apparue sur le seuil, encore en tenue de travail. Elle m'a regardé, et quelque chose a traversé son visage. De la reconnaissance, peut-être, de la conscience. Puis elle a souri, ce même sourire doux et étudié que j'avais vu toute ma vie. Oui, a-t-elle dit avec aisance. J'ai aidé. C'est ce que fait la famille. Elle m'a regardé droit dans les yeux en le disant. Elle savait que je savais, et elle s'en fichait. C'est mon mariage, April. La voix de Meghan s'est faite plus tranchante. Pour une fois, est-ce que quelque chose peut tourner autour de moi? Je me suis levé. Ma mère disait quelque chose sur la gratitude, sur la famille, sur le fait de ne pas faire de vagues. Je n'écoutais pas. Je suis sorti sans un mot de plus. Mais je n'en avais pas fini. Loin de là. Maintenant, avant de vous raconter ce qui s'est passé au mariage, je veux vous demander quelque chose. Est-ce que quelqu'un s'est déjà attribué le mérite de votre travail acharné? Mettez un oui dans les commentaires si vous savez exactement à quel point je me suis senti trahi à ce moment-là. Et si vous êtes captivé par cette histoire, cliquez sur ce bouton d'abonnement, car ce qui s'est passé ensuite à cette réception. Disons simplement que Meghan n'a pas été la seule à avoir une surprise. Mais d'abord, je devais rassembler mes preuves. Claire a étalé les documents sur la table de sa salle de conférence. 4 ans de relevés bancaires, chacun surligné, annoté, organisé par date. 48 paiements a-t-elle dit. Chacun provenant de ton compte. Ton nom, ton numéro de compte, ton numéro de routage. Tout est là. J'ai regardé la pile. 100 800 €. Presque exactement ce qu'il dépensait pour le mariage de Meghan. Il est impossible que Meghan ait pu faire ces paiements, a poursuivi Claire. J'ai vérifié son entreprise. Les coordinateurs de relations publiques débutants y gagnent environ 3 000 € par mois avant impôt. Elle aurait dû renoncer à 70% de son revenu. Elle ne pouvait pas se permettre un loyer, encore moins ça. Elle connaissait le montant exact, ai-je dit doucement. Elle a vu ma confirmation par email il y a des années. C'est comme ça qu'elle a su quoi leur dire. Claire a hoché la tête lentement. Elle a trouvé ta preuve et l'a utilisée pour construire son propre mensonge. J'ai pris l'un des relevés, mon nom imprimé clairement en haut. April Barrett. Pas Meghan. Moi. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? La voix de Claire était douce mais sérieuse. Quand tu montreras ça au mariage, tu n'exposeras pas seulement tes parents. Tu exposeras Meghan devant son nouveau mari, devant sa famille. J'ai pensé à Brandon Whitmore, au nom de la famille Whitmore bâtie sur l'intégrité et la réputation, à ce qu'il penserait d'une mariée qui avait menti sur l'argent pendant 4 ans. Les Whitmore méritent de savoir avec qui ils s'engagent vraiment, ai-je dit. Claire n'a pas discuté. Elle a juste commencé à faire des copies. 4 ans de mon argent, ai-je dit, presque pour moi-même, et elle m'a souri au visage tout en s'attribuant le mérite de chaque centime. Cette nuit-là, j'ai fouillé dans tous les emails que j'avais échangés avec mes parents. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je cherchais. Il y a 2 ans, alors que j'avais hésité à laisser mes documents d'appartement avec eux,
ma mère avait écrit « Ne t'inquiète pas pour les papiers, ma chérie. Nous les gardons juste en sécurité. Tu sais, nous ne ferions jamais rien sans te demander. » Un mois plus tard, mon père, nous ne toucherions jamais à ta propriété sans ta permission. C'est juste pour la sécurité. Fais-nous confiance. Fais-nous confiance. J'ai imprimé les 2 emails. Puis Claire m'a envoyé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. J'ai été ajouté à votre conversation de groupe familial il y a des années, m'a-t-elle envoyé par texto. À l'époque où j'ai aidé ta mère avec son testament. Ils ont oublié de me retirer. J'ai mis la conversation en sourdine, mais je peux toujours tout voir. Elle m'a transféré une capture d'écran. Le message venait de Megan, daté de 3 semaines plus tôt, juste après que mes parents aient décidé de vendre mon appartement. Ne vous inquiétez pas pour l'appartement d'April. Elle ne fera pas d'histoire. Elle n'en fait jamais. Je l'ai lu 3 fois. Puis une 4e. Elle ne fera pas d'histoire. Elle n'en fait jamais. Ma propre sœur. Elle n'était pas seulement complice, elle les avait rassurés. Elle leur avait dit que je me laisserais faire. Elle avait compté sur mon silence comme on compte sur le lever du soleil. Ma propre sœur, ai-je dit à voix haute, seule dans mon appartement. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai imprimé la capture d'écran, l'ai ajoutée au dossier. Elle n'est pas seulement restée silencieuse. Elle leur a dit que je ne me battrais pas. Elle a compté sur mon silence. Et peut-être qu'autrefois, elle aurait eu raison. Mais c'était avant que je comprenne à qui j'avais affaire. C'était avant que je décide d'arrêter d'être facile. Tu as 3 options, a dit Claire, en faisant glisser un bloc-notes sur la table. 1. Nous allons à la police maintenant. La falsification est un crime. Tes parents pourraient faire face à de vraies accusations. J'ai pensé à mon père menotté. Ma mère pleurant dans une salle d'audience. Quoi d'autre? 2. Attendre après le mariage. Gérer ça discrètement. Mais d'ici là, Megan sera mariée dans la famille Whitmore. Ils la protégeront. Ils déformeront l'histoire. Tu seras la sœur aînée amère qui a essayé de tout gâcher par jalousie. Et 3. Claire m'a regardé dans les yeux. Les affronter au mariage, publiquement, avant que le mariage ne soit finalisé. L'idée aurait dû m'horrifier, faire une scène au mariage de ma sœur, humilier mes parents devant 200 personnes. Tout ce que j'avais été entraîné à éviter. Mais quelque chose avait changé. Si je fais ça après le mariage, ils déformeront l'histoire, ai-je dit lentement. Ils diront que je suis jalouse, amère. Ils feront de moi la méchante. Et Megan sera mariée en toute sécurité, protégée, installée pour la vie. Les Whitmore méritent de savoir avec qui ils s'engagent vraiment. Les mots semblaient lourds et vrais. Brandon mérite de savoir. Ce soir-là, j'ai appelé Monsieur Peterson, l'acheteur qui avait fait une offre sur mon appartement. J'ai expliqué la situation, la signature falsifiée, la fraude, le fait que je n'avais jamais consenti à aucune vente. Il est resté silencieux un long moment. Puis, je vais appeler mon avocat. 2 jours plus tard, il s'est entièrement retiré de la vente. L'acompte a été remboursé. La transaction a été annulée. Mes parents ne le savaient pas encore. Ils planifiaient toujours le mariage du siècle avec de l'argent qui n'arrivait pas. Le mariage était dans 10 jours, et je venais de mettre en branle quelque chose qui allait tout exposer. Je n'essaie pas de les détruire, ai-je dit à Claire. Mais ils doivent faire face à ce qu'ils ont fait. Tous. Le matin du mariage, je me suis réveillé dans mon appartement. Mon appartement, toujours à moi, toujours debout, toujours le seul endroit au monde qui m'appartenait entièrement. La lumière du soleil filtrait à travers la baie vitrée, projetant de longues ombres sur le sol de la chambre. Quelque part en ville, Megan se faisait probablement coiffer, entourée de demoiselles d'honneur, de champagne, et de la promesse d'une journée parfaite. Mon téléphone a vibré. Un texto de Claire, tout est prêt. Bonne chance. J'ai pris une douche lentement, fait du café, pris mon temps. Sur mon lit était posée la robe de demoiselle d'honneur que Megan avait choisie pour moi, une nuance de rose qui me donnait mauvaise mine, délibérément peu flatteuse. Elle l'avait choisie elle-même, insistant sur le fait qu'elle était parfaite pour l'esthétique du mariage. Je soupçonnais qu'elle voulait juste s'assurer que personne ne me regarderait. À côté de la robe se trouvait un dossier en manille. À l'intérieur, 48 mois de relevé bancaire, l'acte de propriété original de mon appartement,
le contrat de vente annulé, des emails imprimés de mes parents promettant de garder mes documents en sécurité, et une capture d'écran de Meghan leur disant que je ne ferais pas d'histoire. Je me suis regardé dans le miroir. La robe rose était exactement aussi moche que je m'y attendais. Mais ce n'était pas ça qui comptait aujourd'hui. J'ai pris le dossier, l'ai glissé dans mon sac à main, et j'ai vérifié mon reflet une dernière fois. La femme dans le miroir avait l'air calme, résolue. Pas en colère, ça m'a surprise. Même pas nerveuse. Juste prête. Il s'attendait à ce que je sourie, que je porte un toast, que je joue mon rôle. Il n'avait aucune idée que j'avais réécrit le scénario. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Le Whitmore Country Club était à 40 minutes. La cérémonie commençait à 14 heures, et j'avais un discours à faire. Le Ridgemont Country Club avait été transformé en un conte de fées nuptiales. Des roses blanches tombaient en cascade de chaque surface. Un orchestre de 12 musiciens jouait du Pachelbel pendant que les invités trouvaient leur place. Des lustres en cristal captaient la lumière de l'après-midi et la dispersaient en arc-en-ciel sur le sol en marbre. 200 invités, 200 témoins de la plus grande performance de la famille Barrett. Je me tenais près du fond, regardant mes parents travailler la salle. Mon père serrait des mains avec l'assurance d'un homme qui n'avait pas commis de fraude 3 semaines plus tôt. Ma mère flottait de groupe en groupe, sa robe neuve, ses bijoux empruntés à quelqu'un de meilleur goût. Nos 2 filles sont si altruistes, l'ai-je entendu dire à Madame Whitmore. Nous sommes vraiment bénis. Madame Whitmore a souri poliment. Monsieur Whitmore, père, un homme aux cheveux argentés avec la présence imposante de quelqu'un qui a bâti un empire sur des poignées de main et l'intégrité, hochait la tête. Meghan nous soutient financièrement depuis des années, a poursuivi ma mère, sa voix portant à travers la foule. C'est une fille si dévouée. Ma main s'est crispée sur la lanière de mon sac, le dossier pressé contre ma hanche. De l'autre côté de la pièce, Meghan a croisé mon regard. Elle était radieuse en soie blanche et dentelle importée, la mariée rougissante dans toute sa splendeur. Elle m'a souri, ce même sourire doux, étudié et parfait, et a fait un petit signe de la main. Aucune culpabilité, aucune hésitation, juste la confiance sereine de quelqu'un qui n'a jamais fait face à une conséquence de sa vie. Elle s'attendait à ce que je lui fasse un signe en retour, que je souris, que je joue mon rôle. J'ai regardé mes parents raconter à un autre invité que mon appartement était un cadeau généreux de leur aîné, s'attribuant encore le mérite de mon sacrifice. La cérémonie était magnifique. Les vœux étaient touchants. Meghan a pleuré au bon moment. Et j'ai attendu. La réception a commencé à 18 heures. 200 invités se sont installés à des tables drapées de lin blanc et ornées de centres de table qui avaient probablement coûté plus cher que mon salaire mensuel. J'étais assise à la table familiale, le dossier posé sur mes genoux sous la nappe. Mes parents rayonnaient. Meghan brillait. Brandon tenait la main de sa nouvelle femme et la regardait comme si elle était faite de poussière d'étoiles. Puis mon père s'est levé, une coupe de champagne à la main, et la salle s'est tue. La famille, a-t-il commencé, sa voix portant à travers la salle de bal. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le sacrifice, le rassemblement, chacun faisant sa part. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Je veux prendre un moment pour remercier les personnes qui ont rendu cette journée possible. Il a marqué une pause pour les faits. D'abord, ma fille, Meghan, qui soutient financièrement cette famille depuis des années. Sa générosité et son altruisme nous ont permis de rester à flot dans les moments difficiles. Meghan a baissé la tête modestement. La foule a murmuré son approbation. Et à April, mon père m'a trouvé dans la foule, son sourire large et chaleureux, qui a offert le plus généreux des cadeaux de mariage, son appartement, pour que sa sœur puisse avoir le mariage de ses rêves. Applaudissements. 200 pères Dieu se sont tournés vers moi, dans l'attente, attendant le sourire reconnaissant, le signe de la main humble. Meghan s'est levée de sa chaise et a fait une petite révérence, acceptant les applaudissements pour des sacrifices qu'elle n'avait jamais faits. J'ai senti chaque regard comme un poids m'écrasant. Levons un verre à nos filles, a conclu mon père. Les meilleurs enfants que des parents puissent souhaiter. Les verres se sont levés. Les gens ont bu. Meghan s'est prélassée. Et je me suis levé. Pas pour sourire, pas pour hocher la tête, mais pour parler. Papa. Ma voix était stable, calme. Ça te dérangerait si je disais quelques mots? Le sourire de mon père a vacillé un instant. De la surprise, peut-être, ou la première lueur d'inquiétude.
Mais 200 personnes regardaient, et Richard Barrett n'avait jamais rencontré un projecteur qu'il n'aimait pas, bien sûr, ma chérie. Il m'a tendu le micro. La parole est à toi. Je l'ai pris. Son poids semblait juste dans ma main. Merci, papa. Je me suis tourné pour faire face à la salle, laissant mon regard balayer la mer de visages dans l'attente. J'ai quelque chose à dire sur ces sacrifices que tu as mentionnés. Silence. Silence absolu. Même les serveurs se sont arrêtés de bouger. À la table familiale, le sourire de Meghan affaiblit. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai vu la couleur quitter son visage. Elle savait. À cet instant, elle savait exactement ce qui allait arriver. Puisque nous partageons, ai-je continué, je pense que tout le monde mérite de connaître toute l'histoire. Ma mère s'est penchée en avant, son expression passant de la fierté à la confusion, puis au premier signe de panique. La mâchoire de mon père s'est crispée. Brandon Whitmore me regardait avec des yeux curieux. Son père, le patriarche aux cheveux argentés, a posé sa coupe de champagne et m'a étudié avec l'attention concentrée d'un homme qui avait bâti sa carrière en lisant les gens. 200 invités regardaient. La famille Whitmore regardait. Et ma sœur, ma douce et altruiste sœur qui s'attribuait le mérite de mon sacrifice depuis 4 ans, regardait aussi. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti le dossier. J'ai des documents prouvant tout ce que je vais dire. Ma voix n'a pas tremblé. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Les Whitmore regardaient. 200 invités regardaient. Et le visage de ma sœur venait de devenir blême. Ok, c'est le moment que vous attendiez. Mais avant que je vous dise ce que j'ai dit ensuite, je dois savoir. Que feriez-vous? Exposeriez-vous votre sœur le jour de son mariage ou resteriez-vous silencieux? Dites-le-moi dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, car ce qui suit change tout pour les deux sœurs. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai dit dans ce micro. Mon père vient de me remercier d'avoir renoncé à mon appartement, j'ai gardé une voix mesurée, professionnelle. Je veux clarifier quelque chose. La pièce était absolument immobile. Je pouvais entendre le faible bourdonnement de la climatisation, le lointain tintement de glace dans un verre. Je ne l'ai pas donné. J'ai fait une pause, laissant les mots porter. Je ne l'ai pas vendu. Je n'étais même pas au courant il y a 3 semaines. Des murmures ont parcouru la foule. Madame Chen, Madame Smith du groupe de l'église de mes parents, a couvert sa bouche. Un des cousins Whitmore s'est penché en avant sur son siège. Mes parents ont vendu mon appartement à mon insu et sans mon consentement. J'ai brandi le dossier. Ils ont falsifié ma signature sur les documents de vente. April, qu'est-ce que tu... La voix de mon père était sèche, menaçante. Je n'ai pas fini, papa. Le visage de ma mère était devenu blanc. Elle s'agrippait au bord de la table comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Monsieur Whitmore, père, a posé sa coupe de champagne avec un léger clic. Son expression était passée de la curiosité à quelque chose de plus dur, de plus froid. J'ai l'acte de propriété original ici. Je l'ai sorti du dossier, les brandis pour que la salle puisse voir. Mon nom, April Barrett, unique propriétaire. J'ai acheté cet appartement avec 8 ans d'économie. Je n'ai jamais autorisé aucune vente. Des chuchotements maintenant, se propageant dans la foule comme des ondulations dans l'eau. Brandon Whitmore regardait ses nouveaux beaux-parents avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. La mâchoire de son père était crispée. J'ai des documents prouvant tout ce que je vais dire, ai-je répété. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Ma mère a ouvert la bouche pour expliquer, pour dévier, pour en quelque sorte déformer la situation, mais aucun mot n'est sorti. Je n'avais pas fini. Loin de là. La bonne nouvelle pour moi, c'est que la vente n'a jamais été légale. J'ai sorti un autre document du dossier. Une vente sans la signature authentique du propriétaire est nulle. C'est le droit de la propriété de base. Le visage de mon père était passé de la colère à la cendre. J'ai contacté l'acheteur, Monsieur Peterson, la semaine dernière. J'ai expliqué la situation. Il s'est retiré de la vente immédiatement. J'ai brandi la lettre de résiliation. L'acompte lui a déjà été restitué. La transaction est annulée. La voix de ma mère s'est brisée. Ce n'est pas possible. L'argent. L'argent sur lequel vous comptiez, j'ai croisé son regard, il n'arrive pas.
Megan a attrapé le bras de Brandon. Attends, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça veut dire que l'appartement est toujours à moi. Je me suis tourné pour regarder directement ma sœur. Il a toujours été à moi, et tu le savais. Brandon a légèrement retiré son bras, juste assez pour que ça se remarque. Le contrat de vente annulé. J'ai brandi un autre document, l'acte de propriété original, tous deux à mon nom, prouvant tous deux que ce que mes parents avaient fait était illégal. Monsieur Whitmore, père, s'est levé. Le mouvement était contrôlé, délibéré, le genre de geste qui commande une attention immédiate. Il s'est approché de moi, la main tendue. Puis-je voir ces documents? Je lui ai tendu le dossier sans hésitation. Ses yeux ont parcouru les pages, l'acte, le contrat, les signatures. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose a changé dans la posture de ses épaules. April, s'il te plaît, la voix de ma mère était à peine un murmure. Pas ici. Pas maintenant. C'est exactement ici que ça doit se passer, ai-je dit. C'est exactement le moment. Parce qu'il y avait plus. Et tout le monde dans cette salle était sur le point de découvrir jusqu'où allaient les mensonges. Mais ce n'est pas tout. Je me suis retourné pour faire face à la salle. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Le silence était absolu, 200 personnes retenant à peine leur souffle. Mon père a remercié Megan d'avoir soutenu financièrement la famille, d'avoir payé leur hypothèque pendant des années. J'ai regardé directement ma sœur. N'est-ce pas, Megan? Le visage de Megan était figé, une terreur pure dans ses yeux. Voici la vérité. J'ai tendu la main vers la pile de relevés bancaires que monsieur Whitmore, père, tenait toujours. Depuis 4 ans, c'est moi qui paie l'hypothèque de nos parents chaque mois. 2100 €. Mon père a chancelé. Quoi? Chaque paiement, j'ai brandi les relevés, depuis mon compte, à mon nom, pendant 4 ans. Les documents sont passés de main en main. April Barrett imprimé en haut de chaque page. Numéro de compte, numéro de routage, 48 paiements consécutifs. Je me suis tourné pour faire face directement à ma sœur. Tu as vu ma confirmation par email il y a des années, Megan. Tu savais que c'était moi, et tu leur as dit que c'était toi. La voix de Megan s'est brisée. Je peux expliquer. Tu t'es attribué le mérite de 100 000 € de mon sacrifice. Ma voix était stable, calme, finale. Chaque fois que maman te faisait des éloges, chaque fois que papa te remerciait, chaque fois que tu souriais en disant de rien, c'était mon argent, mon sacrifice, et tu l'as volé. Brandon Whitmore s'est levé lentement. Il regardait sa nouvelle femme comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Megan, sa voix était calme, mais elle portait. Tu as menti sur tout ça? Elle a tendu la main vers lui. Brandon, s'il te plaît. Il a reculé. Monsieur Whitmore, père, a levé les yeux des documents. Son regard a trouvé mes parents, puis Megan, puis s'est posé sur moi. Je n'ai rien dit à personne parce que je ne voulais pas que vous ayez honte, ai-je dit. Mais Megan, elle s'est attribué le mérite de mon sacrifice pendant 4 ans. Je veux être clair, j'ai baissé légèrement la voix. Je ne fais pas ça pour blesser qui que ce soit. Quelques personnes se sont agitées sur leur chaise. Quelqu'un a toussé. Je fais ça parce que la vérité compte, et que j'en ai marre d'être celle qui reste silencieuse. J'ai posé le micro un instant, me reprenant. La salle retenait son souffle. À partir d'aujourd'hui, je ne paie plus votre hypothèque. Le visage de mon père s'est décomposé. April, tu ne peux pas. On va perdre la maison. Vous avez essayé de prendre ma maison. J'ai repris le micro. Et Megan s'est attribué le mérite de garder la vôtre. J'ai regardé ma sœur. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues, mais je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de satisfaction, juste une vaste clarté vide. Peut-être que maintenant tu pourras vraiment commencer à la payer, Megan, puisque tout le monde pense déjà que tu le fais. Puis je me suis tourné vers mes parents, et malgré tout, ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas de la rage. C'était de la tristesse. Je vous ai assez aimé pour sauver votre maison en secret. 4 ans, plus de 100 000 €. Je n'ai jamais demandé de remerciement. Je ne vous l'ai même jamais dit. Ma voix s'est légèrement brisée. Aucun de vous ne m'a assez aimé pour me demander avant de prendre la mienne. J'ai posé le micro. Le clic contre la table a résonné dans la salle de bal silencieuse. J'ai pris mon sac,
plus léger maintenant sans le dossier, et je me suis tourné pour partir. De l'autre côté de la salle, j'ai entendu la voix de Claire, calme mais claire. C'est ma fille. Quelqu'un d'autre serait peut-être resté pour assister aux retombées, pour voir les larmes, les accusations et les explications désespérées. Mais j'en avais fini. J'avais dit ce que j'étais venu dire. Maintenant, il était temps de partir. Le silence a duré exactement 4 secondes après que j'ai posé le micro. Puis la salle a explosé. Les chuchotements sont devenus des murmures, puis des conversations ouvertes. Les invités se penchaient sur les tables, échangeant des regards choqués. Le téléphone de quelqu'un était déjà sorti, en train d'enregistrer. Les cousins Whitmore étaient regroupés, leurs expressions allant de l'horreur à une satisfaction sinistre. Est-ce que c'est vrai? La voix de Brandon a percé le bruit. Il était maintenant debout, face à Meghan. Tu m'as menti à moi aussi? Non, la voix de Meghan s'est brisée. Ce n'est pas. J'allais te le dire. 4 ans, la voix de Brandon était plate. Tu as menti sur l'argent pendant 4 ans. À tes propres parents. À moi. Monsieur Whitmore, père, s'est approché de mon père. Les deux hommes avaient à peu près le même âge, mais la différence dans leur maintien était frappante. Mon père avait l'air ratatiné, diminué. Monsieur Whitmore ressemblait à un homme sur le point de rendre un verdict. Vous nous avez dit que votre famille était honnête, Richard. Sa voix était calme mais portait. Vous nous avez dit que Meghan était digne de confiance. C'est un malentendu, a commencé mon père. Il n'y a rien à mal comprendre. Madame Whitmore s'était également levée, le visage froid. Elle a menti sur l'argent pendant 4 ans. Ce n'est pas un malentendu. C'est un schéma. Meghan s'est frayé un chemin dans la foule et m'a attrapé le bras. April, attends. Tu as ruiné mon mariage. Je me suis arrêté, je l'ai regardé. Non, Meghan, ma voix était calme. Tu l'as ruiné toi-même. Le jour où tu as décidé de mentir. J'ai vu son visage se décomposer, non pas de remords, mais de l'incrédulité choquée de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non de sa vie. Derrière nous, les invités commençaient à rassembler leurs affaires. Brandon se dirigeait vers la sortie, ne suivant pas Meghan, allant dans la direction opposée. Je me suis retourné et j'ai continué à marcher. Meghan m'a rattrapé dans le couloir, ses talons claquant frénétiquement sur le sol en marbre. Comment as-tu pu me faire ça? Elle pleurait. Pleurait pour de vrai, maintenant. Son maquillage ruiné, sa voix rauque. Le jour de mon mariage? Je me suis arrêté, je me suis retourné pour lui faire face. Tu savais ce que tu faisais, chaque jour, pendant 4 ans. J'essayais d'aider. Chaque fois que maman te faisait des éloges, je l'ai interrompu, la voix stable, chaque fois que papa te remerciait, tu souriais en disant de rien un point. J'allais leur dire. Ce n'était pas une erreur, Meghan. C'était un choix. Maintes et maintes fois, chaque mois pendant 4 ans, tu as eu l'occasion de dire la vérité. Tu ne l'as pas fait. Ma mère est apparue derrière Meghan, essoufflée. April, s'il te plaît, on peut en parler. On aurait dû en parler il y a 4 ans. J'ai croisé son regard, ou il y a 3 semaines, quand vous avez décidé de vendre ma maison sans me demander. Maintenant, c'est trop tard. Le visage de ma mère s'est décomposé. Un instant, juste un instant, j'ai senti quelque chose bouger en moi. De la culpabilité, peut-être, ou la vieille habitude de rendre les choses plus faciles pour tout le monde. Puis je me suis souvenu de l'appel téléphonique, des rires, de la supposition que j'accepterais tout simplement. Au revoir, maman. J'ai traversé la grande entrée du country club, passant devant le voiturier et les invités confus qui sortaient derrière moi. L'air du soir était frais sur ma peau. Claire attendait près de sa voiture. Comment te sens-tu? A-t-elle demandé doucement. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Comme si je venais de dire la vérité pour la première fois de ma vie, j'ai pris une grande inspiration de l'air d'automne, et ça ne m'a pas tué. Elle m'a ouvert la portière passager. Sortons d'ici. Nous avons fini dans un café à 5 km du country club. Assez loin pour ne pas tomber sur des invités de mariage attardés, assez près pour que mes mains aient cessé de trembler à notre arrivée. Claire nous a commandé 2 cafés. Noirs, sans sucre. Le genre de café qu'on boit quand on a besoin de rester vif. Tu pourrais porter plainte, a-t-elle dit en remuant sa tasse.
La falsification est un crime dans cet état. Tes parents pourraient faire face à de réelles conséquences. J'ai enroulé mes mains autour de ma tasse, sentant sa chaleur. Je sais. Les preuves sont solides. Les relevés bancaires, la signature falsifiée, les emails où ils promettent de garder tes documents en sécurité. N'importe quel procureur adorerait cette affaire. J'ai regardé la vapeur s'élever de mon café. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Non. Le mot est sorti plus certain que je ne l'attendais. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison. Je voulais juste qu'ils fassent face à ce qu'ils ont fait. Claire a hoché la tête lentement. Et Megan? C'est entre elle et Brandon maintenant. J'ai pris une gorgée. Le café était amer, mais ça ne me dérangeait pas et entre elle et sa conscience, si elle en a une. Mon téléphone a vibré, puis a vibré à nouveau. Et encore. Je l'ai sorti. 23 appels manqués de maman, 15 de papa, 8 de Megan. Une douzaine de textos, chacun plus frénétique que le précédent. J'ai mis le téléphone en silencieux et l'ai posé face contre table. J'en ai fini d'être celle qui décroche toujours quand ils appellent, ai-je dit. Claire a levé sa tasse de café. À de nouveaux départs. J'ai trinqué avec elle. À de nouveaux départs. 3 jours après le mariage, les retombées se propageaient encore. J'ai appris la plupart des choses indirectement, par Claire, par de vieux amis d'université, par la cousine qui avait toujours secrètement été de mon côté. L'image soigneusement construite de la famille Barrett s'effondrait plus vite que quiconque aurait pu le prédire. Brandon avait quitté l'appartement de Megan le soir du mariage. Il était allé directement chez ses parents et n'en était pas sorti depuis. On disait que les avocats des Whitmore préparaient déjà les papiers d'annulation. Mariage fondé sur une fausse déclaration, m'a envoyé ma cousine par texto. C'est le terme juridique qu'ils utilisent. L'entreprise de relations publiques de Megan l'avait mise en congé pour une durée indéterminée. Problème d'image. Apparemment, une professionnelle des relations publiques qui avait menti sur l'argent pendant 4 ans n'était pas exactement une bonne image pour une entreprise spécialisée dans la gestion de la réputation. La communauté de l'église était en effervescence. Madame Smith, celle qui avait assisté au toast de mon père, avait apparemment raconté l'histoire à la moitié de la congrégation avant la fin du week-end. Mes parents ne s'étaient pas montrés au service du dimanche. Mon téléphone continuait de s'allumer avec des messages, certains de personnes que je connaissais à peine. J'ai toujours su que quelque chose clochait. Ta mère se vantait tout le temps de Megan. Elle ne parlait jamais de toi. J'ai vu une vidéo du mariage sur Facebook. Tu es emblématique. Un texto de ma grand-mère est arrivé tard ce soir-là, je suis fier de toi, April. J'ai toujours soupçonné que Megan cachait quelque chose. Ton grand-père aurait été fier aussi. Je me suis assise dans mon appartement, toujours à moi, toujours debout, et j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer par ma fenêtre. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengeresse. Je me sentais juste calme. Pour la première fois depuis longtemps, le calme ressemblait à de la paix. 2 semaines plus tard, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose, la curiosité peut-être, ou les derniers vestiges de la fille que j'étais m'a fait décrocher. April, sa voix semblait différente, plus vieille, plus petite. On a reçu une lettre de la banque. Je n'ai rien dit. Il nous donne 90 jours. Après ça. Il s'est interrompu. As-tu demandé à Megan? J'ai gardé une voix neutre. Elle te dit qu'elle la paie depuis des années. Peut-être qu'elle peut t'aider maintenant. Un long silence. Quand il a repris la parole, sa voix s'est brisée. Elle ne peut pas. Elle n'a jamais pu. On le sait maintenant. Je sais, papa. Je l'ai toujours su. Une autre pause, plus lourde cette fois. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était toi? La question est restée en suspens. Je m'étais posé la même question les premiers mois. Pourquoi n'avais-je pas exigé le crédit? Pourquoi les avais-je laissés croire que leur enfant prodige les sauvait? Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je finalement demandé. M'auriez-vous traité différemment? Ou est-ce que Megan serait toujours votre préférée? Il n'a pas eu de réponse. Nous connaissions tous les deux la vérité. Je ne paie plus, papa. Je ne peux pas vous sauver de ça. April, s'il te plaît.
Tu dois régler ça en famille. J'ai pris une inspiration. Mais je ne fais plus partie de cette famille. Pas comme avant. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Le journal d'appel indiquait 17 appels manqués de ma mère, 4 de plus de Mégane. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pendant 32 ans, j'avais été celle qui répondait, celle qui se présentait, celle qui arrangeait les choses. C'était au tour de quelqu'un d'autre maintenant. 2 mois plus tard, la maison s'est vendue. Ma cousine m'a envoyé l'annonce quand elle a été mise en ligne, 285 000 €, un prix pour vendre vite. Elle s'est vendue en 11 jours, à peine assez pour couvrir l'hypothèque restante et les frais bancaires. Mes parents sont repartis avec presque rien. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres en ville, dans le même complexe où vivait maintenant Mégane. J'ai appris plus tard que l'annulation avait été finalisée. Brandon Whitmore sortait déjà avec quelqu'un d'autre, une avocate du cabinet de son père. Selon le réseau de ragots de l'église, pour la première fois de sa vie, Mégane contribuait réellement. Plus de faux-semblants, plus d'attribution du mérite du sacrifice de quelqu'un d'autre, juste un salaire mensuel de 3 000 € et de vraies factures à payer. Je n'ai pas pris contact. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste vécu ma vie. Puis un soir, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture de ma mère. J'ai failli la jeter, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Cher April, je suis désolé pour tout. De ne pas t'avoir vu, d'avoir toujours fait passer Mégane en premier, de l'avoir cru sans poser de questions alors que nous aurions dû savoir. Tu méritais une mère qui te remarque. Tu méritais des parents qui te célèbrent comme nous célébrions ta sœur. Nous avons échoué avec toi, et nous n'avons aucune excuse. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes, mais je voulais que tu le saches. Je le vois maintenant. Je vois ce que nous avons fait. Je vois ce que tu nous as donné toutes ces années, et comment nous ne t'avons jamais remercié une seule fois. Ton père est trop fier pour écrire ceci, mais pas moi. Tu méritais mieux. Maman. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai posé sur mon comptoir de cuisine. C'est un début, ai-je dit à personne. Mais les mots sont faciles. Les actes prennent du temps. 6 mois après le mariage, j'étais assise dans mon appartement, regardant le coucher de soleil à travers ma baie vitrée. Le même appartement, toujours à moi, mais tout y semblait différent maintenant. J'avais repeint la chambre d'un vert plus profond, acheté de nouveaux rideaux, remplacé le vieux canapé par quelque chose que j'avais vraiment choisi moi-même, pas juste accepté. L'espace semblait plus léger, comme s'il pouvait enfin respirer. Claire venait dîner tous les jeudis maintenant. Nous cuisinions quelque chose d'ambitieux, buvions du vin, et parlions de tout sauf de ma famille. Tu as l'air différente, m'a-t-elle dit un soir, en m'étudiant de l'autre côté de la table. Plus légère. J'ai arrêté de porter des gens qui ne me porteraient jamais. Elle a levé son verre. J'ai levé le mien. Le travail allait mieux aussi. La promotion que je visais depuis 2 ans est finalement arrivée. Les 800 € supplémentaires par mois, de l'argent qui disparaissait autrefois dans l'hypothèque de mes parents, restaient maintenant sur mon compte. J'avais commencé un fonds de voyage, réservé un voyage au Portugal pour le printemps. 32 ans à tout économiser pour tout le monde. 32 ans à être le plan de secours, le filet de sécurité, la personne fiable qui ne demandait jamais rien. Maintenant, enfin, j'apprenais à dépenser quelque chose pour moi. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je n'avais pas bloqué. Mégane. Je suis désolé pour tout. Pouvons-nous parler? Je l'ai regardé un long moment. Il y a 1 an, si moi-même, j'aurais répondu immédiatement. J'aurais arrangé les choses, fait la paix. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai posé le téléphone, pris une autre gorgée de vin, et regardé les derniers rayons de soleil s'estomper dans le ciel. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être si je leur pardonnerai un jour. Honnêtement, je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que le pardon n'est pas la même chose que de se laisser marcher sur les pieds. Il ne s'agit pas de faire comme si rien ne s'était passé. Il ne s'agit pas de se faire petite à nouveau pour que tout le monde se sente à l'aise. Être la personne discrète, la pacificatrice, celle qui donne toujours, ce n'est pas une vertu si cela se fait au détriment de votre respect de soi. Je l'ai appris à la dure. Plus de 32 ans à être prise pour acquise. Je pensais que mon silence faisait de moi la personne la plus mature. Il s'avère qu'il me rendait simplement invisible.
J'ai passé 32 ans à être facile. Facile à ignorer, facile à exploiter, facile à négliger, facile à qui mentir. J'en ai fini d'être facile. Mon téléphone a vibré à nouveau. Le texto de Mégane brillait toujours sur l'écran. Je suis désolé pour tout. Pouvons-nous parler? Je l'ai pris, j'ai relu le message une dernière fois, puis j'ai tapé en réponse, des actes, pas des mots. Montre-moi que tu as changé, ensuite on parlera. J'ai appuyé sur envoyer. Peut-être qu'elle le ferait. Peut-être pas. Peut-être que mes parents retrouveraient un jour le chemin vers moi, avec plus que des lettres et des excuses. Peut-être pas. Mais ce n'était plus vraiment le but. Le but, c'est que j'avais enfin arrêté d'attendre qu'ils me voient. J'avais arrêté d'avoir besoin de leur approbation pour connaître ma propre valeur. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de respect. Et le respect va dans les deux sens, ou il ne va nulle part. J'ai regardé mon appartement. Mon appartement, toujours à moi. Toujours à moi. Et j'ai souri. Pour la première fois de ma vie, je n'avais besoin de la permission de personne pour être assez. Je l'étais déjà. Et voilà mon histoire. Si vous avez déjà été la personne discrète dont quelqu'un s'est attribué le mérite, celle qui a donné et donné pendant que d'autres volaient la vedette, je vous comprends. Laissez un commentaire. Quelle est votre limite maintenant? Quelle ligne ne laisserez-vous personne franchir? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et découvrez une autre histoire dans la description. Merci d'être ici avec moi.